Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un nouveau point lecture et dans celui-ci je vais vous présenter 4 titres. Donc on a tout d'abord Quand vient la vague. Donc j'ai la flemme de prendre les livres papier que j'ai ou les numériques, donc je vous glisse les couvertures ici. Donc on a Quand vient la vague de Jean-Christophe Tixier et Manon Fargueton, publié chez Rajo. Donc dans ce livre on va suivre Clément, un adolescent qui pour une raison inexpliquée, 10 mois auparavant sa sœur a disparu. Sans laisser de traces, sans laisser le moindre indice. Ses parents et lui-même ne savent même pas si elle est toujours vivante ou non. Et donc on va suivre Clément puisque 10 mois après la disparition de sa sœur, en fait il faut savoir que sa sœur a disparu à 17 ans. Et que lorsqu'elle obtiendra l'âge de 18 ans, tout simplement la police cessera ses recherches puisque ce sera devenu une personne adulte. Donc Clément veut retrouver sa sœur avant que ce délai arrive et il lui reste donc 2 mois devant lui pour essayer de trouver des indices, pour questionner les gens et pour essayer de savoir ce qu'il est advenu de sa grande sœur. Parce qu'elle est légèrement plus âgée que lui. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même si on le suit lui, on suit également le point de vue de Nina avant sa disparition, puisque là on ne sait pas ce qu'elle est devenue tout simplement. Donc on la découvre quelques mois avant sa disparition et donc on a les deux points de vue qui s'alternent. Donc ce que j'ai vraiment aimé et qui est aussi la force de ce roman, c'est qu'en fait, quand Nina va nous parler d'un événement précis, c'est au moment où Clément va découvrir des éléments sur ça justement. Donc on ne sait vraiment pas à l'avance ce qui a pu se passer, ce qui peut se devenir, sur quelle piste il va se lancer. Mais au fur et à mesure où il a des indices, on a ensuite le point de vue de Nina qui approfondit un peu plus cet indice. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai adoré et c'est ce qui a fait que j'étais complètement captivée par le bouquin. Donc les personnages principaux sont... moi j'ai beaucoup aimé Clément. C'est vrai qu'au début il paraît un peu froid, un peu distant vis-à-vis de la disparition de sa sœur. Mais on comprend vite que ça lui tient vraiment à cœur et qu'il veut tout faire pour la retrouver. Parce qu'il a besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Il a besoin de savoir si elle est toujours en vie et dans ce cas-là pourquoi elle a fait ça. Il a vraiment besoin de réponses. Et dans un autre temps on a Nina. Donc Nina quand on la découvre dans le prologue, on comprend que c'est elle qui s'en va. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 mois depuis qu'elle a disparu? Même si tout semble porter à croire que c'est volontaire, rien ne nous garantit qu'elle est toujours saine et sauve, ou toujours en vie, et qu'il ne lui est pas arrivé malheur derrière. Donc ça, c'est grâce à l'enquête de Clément qu'on en saura plus. Mais j'ai compris les raisons qui ont poussé Nina à faire ce choix de partir. Par contre, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est que je me dis qu'il y avait d'autres solutions que celles qu'elle a décidé de prendre face à une telle situation. En fait, il y a d'autres moyens que de disparaître sans laisser de traces et laisser ses proches, dont certaines personnes qui n'ont absolument rien demandé, dans une énorme souffrance et des interrogations permanentes. Donc c'est vrai que Nina c'est un peu plus mitigé, il y a des moments où elle m'a un peu plus énervée, mais en dehors de ça, franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est fluide, c'est addictif. On est vraiment pris aux tripes pour savoir si Clément va réussir à trouver des indices, si Clément va découvrir qu'en fait il lui est arrivé un malheur, ou s'il va découvrir qu'elle est en vie, savoir tout simplement s'il va réussir à remonter la piste et à obtenir des informations. C'est vraiment un jeu de pistes, d'énigmes, et avec cet aspect du temps qui passe et au final où il lui reste très très peu de temps pour découvrir la vérité. C'est vraiment une course contre la montre qui s'enclenche et j'ai adoré cet aspect de l'histoire, clairement quoi. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, on rencontre aussi les parents, on rencontre aussi les amis de Clément, mais aussi les amis de Nina, les relations que les différents personnages pouvaient avoir entre eux. Et c'est vrai que c'est super bien tissé leur lien. Je veux dire, le livre est quand même, l'intrigue est quand même bien ficelée, hein. Sur ça, il n'y a rien à redire. Après, je vous dis, s'il y a juste un petit point négatif, ce serait peut-être... oui, encore une fois, la fin qui est peut-être un petit peu trop ouverte, même si ça m'a pas gêné tant que ça pour une fois. Et le fait que Nina, par moment, j'ai pas toujours compris pourquoi elle avait fait ces choix-là. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je vais vous présenter le premier tome de Nin, donc le tome 1 qui est une BD publiée chez Ken Éditions. Donc dans ce livre, on va découvrir Nin, une petite fille de 8-9 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc elle s'appelle Nin et il faut savoir qu'elle a commencé sa vie d'une manière plutôt étrange puisque bébé, elle a été découverte dans le métro parisien.
Donc c'est Omar et Matteo, deux hommes qui travaillaient dans ces tunnels, qui l'ont découverte et qui l'ont adoptée, l'ont recueillie. C'est eux qui l'élèvent. Mais c'est vrai que Nin se pose de plus en plus de questions sur qui sont ses parents biologiques, d'où elle vient, pourquoi on l'a abandonnée. Et c'est vrai que elle va s'enfoncer dans les souterrains à la quête de ces informations. Et ce qu'elle découvrira est plutôt surprenant, je dois le reconnaître. En plus, elle va rencontrer un vieux monsieur qui a l'air de ne pas avoir toute sa tête et qui parle de choses très étranges auxquelles elle ne comprend pas grand chose, pour être honnête. Donc après, je vais pas pouvoir vraiment vous en dire plus, mais elle se lance vraiment dans cette enquête à la recherche de réponses. Mais est-ce que toutes les réponses sont bonnes à entendre? Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé les planches. Et pour être honnête, il me tarde de lire le tome 2. Parce que cette petite fille, c'est vrai que elle est attachante, on peut comprendre son besoin de réponse, son besoin de découverte. Même si elle aime Omar et Matteo, hein, c'est pas le problème. C'est juste elle a besoin, elle, pour se construire, de savoir d'où elle vient et pourquoi elle a été abandonnée, en fait, tout simplement. Donc on ne peut que s'attacher à elle. Omar et Matteo sont aussi très touchants à leur manière. On voit l'inquiétude qui transparaît sur leur visage, au final, vis-à-vis de ce que pourra bien découvrir Nin, mais aussi de cette sensation qu'ils ont de... au final, ils ont peur de la perdre, en fait, et on ne peut que être touché par cet aspect de l'histoire. Mais je vais vraiment essayer de me procurer le tome 2 rapidement, parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en est. Donc j'ai passé un excellent moment, et encore une fois, les planches sont super belles. Donc pour les livres que je vous présente, toutes mes chroniques sont disponibles sur le blog. Donc pour la BD, vous avez des extraits des planches directement dans l'extrait. Ensuite, je vais vous parler de Le temps d'un Noël de Anne-Claire Schillan, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, publié chez Sharon Kenna. Donc j'avais demandé à la responsable des partenariats si je pouvais exceptionnellement l'avoir, parce que je n'ai pas de partenariat permanent avec la maison d'édition, et elle a accepté de me l'envoyer, donc je suis juste ravie. Donc j'ai enfin pu découvrir ce livre qui est sorti mi-décembre et qui me faisait mais vraiment très envie, de par son résumé mais aussi la couverture qui est juste divine. Donc dans ce livre on va suivre Adam, qui est un jeune homme qui a tout pour plaire. Je veux dire, il a une vie professionnelle plutôt épanouie, puisqu'il a une entreprise avec sa chère et tendre compagne depuis 3 ans, mais également avec son meilleur ami. Donc c'est une entreprise de publicité, si je ne dis pas le contraire. Et Alicia, donc sa compagne, arrive à toujours dénicher de gros contrats, donc ça leur permet un train de vie plutôt aisé. Un soir, lors du réveillon de Noël, il décide de la demander en fiançailles et malheureusement il n'obtiendra pas la réponse qu'il pensait. Suite à cela, Alicia va quitter le cabinet, elle va partir travailler ailleurs, et lui on le retrouve donc 1 an après ce Noël-ci, et il a beaucoup de mal à se remettre sur pied, à se dire que voilà, la vie continue, qu'il faut se remettre dans le bain, qu'il faut arrêter son comportement autodestructeur qu'il a. Et même si son ami essaye de le secouer un peu pour lui faire comprendre, ben rien n'y fait et Adam s'enferme dans son mal-être. Il refuse même d'aller passer Noël en famille chez ses proches, là où il habitait enfant. Et un beau soir, en sortant du travail, alors qu'il a prévu de fêter le réveillon de Noël au boulot, il va faire à la rencontre d'un monsieur plutôt étrange dans un taxi, qui, en discutant de choses et d'autres, voilà, il va prendre le temps de le questionner, de savoir pourquoi il n'a pas l'air joyeux. Et en fait, Adam va formuler un vœu sans le savoir, qui va bel et bien se réaliser. Donc je vous en dirai pas plus pour le synopsis, mais en tout cas j'ai bien aimé la façon dont le sujet était amené. Pour ceux qui ont vu le film, donc c'est If Only, ou Si Seulement en français, avec Jennifer Love Hewitt. Donc je vous glisse, du coup il y a la couverture du livre là, donc je vous glisse l'affiche du film ici. C'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, le personnage masculin rencontre un monsieur dans un taxi qui lui va permettre de réaliser un vœu un peu particulier. Et c'est vrai que cette similitude, alors la similitude s'arrête là, hein, qu'on soit bien clair pour ceux qui l'ont vu, elle va pas plus loin que ça. Mais j'ai bien aimé, vu que c'est un film que j'adore, c'est vrai que j'ai bien aimé cette petite piqûre qui m'a fait penser au film en fait. Et
L'histoire est vraiment très sympa. En plus, pour une fois, c'est pas une héroïne au cœur brisé, mais un héros. C'est lui qui n'arrive pas, qui est peut-être un peu trop fleur bleue, qui a le cœur complètement brisé. Et ça change clairement, ça fait du bien aussi. Parce que, ok, dans les romances, on a souvent les héroïnes qui ont le cœur brisé. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a jamais d'hommes qui finissent le cœur brisé. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et innovant de nous présenter l'histoire du point de vue masculin. Après, j'avoue que Paul Adam, ce qui m'a un petit peu énervé, c'est que il sait qu'il dépérit, il sait qu'il doit se secouer et pourtant il a du mal à agir. Et j'avais envie de le secouer et de lui dire mais vas-y, mais bouge-toi, à un moment donné fais quelque chose, crie, frappe contre les murs, je sais pas, mais fais quelque chose en fait, reste pas comme ça à déprimer dans ton mal-être et limite à repousser tous les gens qui s'intéressent à toi, qui s'inquiètent pour toi, qui ont envie de te voir, ne les repousse pas indéfiniment, ils y sont pour rien quoi. Alicia par contre était un personnage que j'ai moyennement aimé parce que c'est quand même le genre de personnage assez bourgeois qui est toujours dans le paraître, dans les apparences et c'est vrai que c'est un trait de caractère avec lequel j'ai beaucoup de mal, je vais être honnête. Et elle ne réfléchit pas quand elle parle, elle a aucun filtre et si en temps normal j'aime bien ça chez les héroïnes, là le problème c'est qu'elle a des propos qui sont blessants et ouais, ça m'a fait mal pour les personnages qui se prennent ce type de remarques en fait. J'ai trouvé son comportement pas correct en fait. Et moi ça m'a posé un peu de problème. Et après on a aussi Christy, donc, qui est la meilleure amie d'enfance d'Adam, qui elle est une boule d'énergie concentrée. Elle sourit tout le temps, elle est toujours joyeuse, toujours de bonne humeur, elle fait jamais la gueule. Elle n'est pas non plus rancunière. Et on va la retrouver, et enfin on va la découvrir et Adam va la retrouver. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un aspect plus joyeux, plus positif dans toute cette histoire. C'est leur histoire d'amitié à Adam et Christy est vraiment belle parce que elle le juge pas pour les choix qu'il peut faire, elle le juge pas sur les décisions qu'il a pu prendre dans le passé et elle continue à lui parler comme, au final, comme si pas grand chose s'était passé en fait, comme si elle avait laissé tout ça derrière elle et qu'elle lui en tenait absolument pas rigueur. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, comme romance de Noël, honnêtement c'était juste parfait parce que moi je m'attendais à du divertissement, une romance plutôt mignonne, cocooning, le genre de lecture qu'on aime bien lire avec une bonne tasse de boisson chaude, des petites gourmandises et sous un plaid l'hiver. Et ouais, c'était vraiment un moment détente super chouette. Et franchement, je vous le recommande pour l'hiver prochain. Parce que là, je pense pas que vous ayez encore beaucoup envie de découvrir des romances de Noël à cette période de l'année. Quoi qu'en ce moment, il neige. Donc ça pourrait être raccord, vous me direz. Mais en tout cas, en plus en numérique, il est à tout petit prix. Et il doit faire 6,99 € je crois, quelque chose comme ça, ou 5,99 €. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est vrai que pour les romances de Noël, je m'attends pas à des trucs clairement de malades qui sont absolument originales et innovantes. Malgré le fait que justement, l'auteur a choisi de nous raconter son histoire du point de vue masculin. Donc déjà, rien que pour ça, c'était super intéressant et original. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que cet aspect-là, ouais, c'est celui qui m'a peut-être le plus plu dans le roman. En tout cas, si vous voulez un avis plus détaillé, vous pouvez aller voir sur le blog ou en barre d'infos. Je vous laisse les liens des chroniques puisqu'elles sont déjà publiées sur le blog. Et on va finir avec Angelika Vaarinen, le tome 1. Donc c'est le voleur de bijoux, si je ne me trompe pas, de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc il est sorti le 12 janvier, si je ne me trompe pas. Et si vous savez, dans le même gabarit à peu près que L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcassel ou Le monde secret de Sombreterre ou Malenfer de Cassandra O'Donnell. Donc c'est un livre court, écrit assez gros, qui est illustré à l'intérieur. En plus, l'ouvrage livre est vraiment beau parce qu'il y a une couverture un peu plus rigide, un peu plus cartonnée. Vous avez un signet en tissu pour marquer les pages et vous avez de magnifiques illustrations à l'intérieur qui sont le travail de Noémie Chevalier, donc que j'aime beaucoup et qui est aussi l'illustratrice des Plieurs de temps chez Rajo, de Manon Fargueton. Donc voilà, mais elle a fait vraiment un beau boulot. Donc dans cette histoire, on va découvrir donc Angelika Vaarinen qui est une princesse, mais une princesse peu commune on va dire. Parce que alors que les princesses sont toujours bien habillées, bien coiffées, elles doivent se tenir bien en société,
elles ont des précepteurs pour apprendre, pour leur scolarité en fait. Et non, Angelica, si elle peut esquiver les cours, elle y va à cœur joie. Hein. Clairement, c'est pas ce qui la passionne. Jouer les petites princesses, ça l'ennuie. Elle s'ennuie royalement toute la journée. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est d'aventure. Donc quand un mystérieux voleur de bijoux va traîner dans les parages et commencer à cambrioler les châteaux autour, Angelica va se mettre en tête de découvrir qui est ce voleur de bijoux. Et donc elle va être accompagnée de ses amis, dont j'ai oublié de noter les noms, donc je ne peux pas vous le dire. Mais ils sont présentés tout de suite au début de l'ouvrage et je vous en parle dans ma chronique. Donc on a, Héloïse qui elle est une des victimes donc, de ce fameux voleur et qui va donner le plus d'indices possible à Angelica pour qu'elle puisse mener son enquête en ayant le maximum d'infos. Et on a donc sa meilleure amie qui justement, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui c'est d'ailleurs elle qui va aller faire se rencontrer Angelica et Héloïse en lui disant qu'avec Angelica, elle sera sûre de remettre la main sur ce qu'on lui a dérobé, qu'Angelica est une enquêtrice hors pair. Donc les trois jeunes filles vont se lancer dans cette enquête et vous vous doutez bien qu'elles vont aller au-devant de gros problèmes, ce qui ne sera pas pour plaire à monsieur Attilus, le majordome qui est en charge d'Angelica, qui va se faire un sang d'encre et qui compte bien la punir à sa manière. Mais en tout cas, cette histoire est juste géniale. J'ai passé un excellent moment. C'est fluide, c'est drôle. Parce que Angelica, faut dire qu'elle y va pas de main morte quand il s'agit de faire des bêtises. Elle est la championne, hein, clairement. J'ai aimé aussi le côté enquête détective. Et aussi le fait que, sans qu'on sache dans quelle décennie ça se passe, ni dans quelle époque au final, parce que ça se passe pas de nos jours, hein, clairement. On ne sait pas dans quelle époque ça se passe, mais il y a suffisamment d'indices, sans en avoir trop, pour qu'on s'imagine très bien l'environnement de l'histoire. Donc ce petit côté drôle, enquête, avec des héroïnes qui mènent les enquêtes au lieu de héros. Donc là c'est pareil, ça change hein, de voir des héroïnes aussi jeunes, puisque elles doivent avoir quoi, une dizaine d'années. Et elle n'hésite pas, d'ailleurs quand l'agent de police va mettre son grain de sel dans cette enquête, elle va pas hésiter 2 secondes à lui dire que non, en fait il fait fausse route, et à lui donner des tuyaux pour essayer de mettre la main sur le voleur. Donc ça c'était vraiment des passages que j'ai juste adoré. Atticus est un majordome un peu particulier puisqu'au final, alors il est souvent derrière Angelica à cause de ses nombreuses bêtises et du fait qu'elle ne s'applique pas assez dans son éducation, mais en dehors de ça il a beaucoup d'attachement pour la fillette et il s'inquiète sincèrement pour elle. Donc c'est vrai que j'ai aimé ce côté attendrissant, ce côté paternel qu'il peut avoir avec elle. Et Angelica, elle l'adore. Et elle adore aussi le faire tourner en bourrique. Donc c'est vrai que leur relation à tous les deux est quand même plutôt sincère, plutôt belle. Et c'est vrai que c'était appréciable. En tout cas, franchement, je ne peux que vous le recommander. Alors oui, c'est des héroïnes qui mènent l'enquête, mais je pense que ça peut très bien convenir à de jeunes lecteurs masculins également, parce que voilà, on reste quand même dans un univers où l'héroïne se prend pour un détective et qu'elle essaye de mettre la main sur le voleur. Donc il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a des révélations, il y a un côté fantastique dans l'histoire aussi, donc qui pourra plaire au plus grand nombre. Et sincèrement, même moi à 32 ans, presque 33 d'ailleurs, je m'en lasse pas et j'ai hâte de lire la suite de cette série, parce qu'une chose est sûre, je vais la continuer cette série. Donc voilà, ça en était tout pour mes avis lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous les avez lus, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si certains titres vous font envie, dites-le moi également et je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.